Bonjour à tous et bienvenue dans Jusqu'à nouvel ordre pour explorer notre rapport au monde. Dans ce podcast, mes invités ouvrent le champ des possibles en nous aidant à comprendre les mécanismes de l'ordre établi et ainsi à clarifier les enjeux de place, de rôle et de pouvoir dans nos différentes sphères de vie. Pourquoi se laisse-t-on assigner à une place ? Que nous enseigne l'histoire à ce sujet ? Par quel stade sont passés ceux qui ont questionné un ordre établi qui les ralentissait ? Je suis Laurence Bally, initiatrice du projet Conscience et Progrès qui regroupe ce podcast, mais aussi des ateliers et du coaching individuel pour clarifier son rapport à l'obéissance et à l'ordre établi. Convaincue que seule la connaissance et la conscience permettent une véritable liberté de choix, je vous retrouve toutes les 3 semaines pour un nouvel épisode avec des personnalités éclairantes. Pour être informé de la publication de Jusqu'à nouvel ordre, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Woke, 4 lettres qui font actuellement couler beaucoup d'encre. Nous allons aujourd'hui essayer de préciser ce qu'est le wokisme, quelle vision du monde il nous propose, et surtout de comprendre à travers cet exemple comment le questionnement d'ordres établis devenus intolérables peut aboutir à un nouvel ordre établi aux caractéristiques semblables et peut-être tout aussi injustes. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Nathalie Hennick, sociologue et directrice de recherche au CNRS, qui a récemment publié le livre « Le wokisme serait-il un totalitarisme ?» Elle interroge dans son ouvrage le modèle de société auquel nous aspirons, modèle universaliste républicain versus modèle identitaire, 2 notions que nous allons développer ensemble. Nous allons donc voir si le wokisme, mouvement progressiste au départ, ne recrée pas un nouvel ordre tout aussi figé et normatif que les précédents. Allez, c'est parti pour un décryptage de la pensée woke pour à la fois explorer notre rapport au monde et mieux comprendre les mécanismes de l'ordre établi. Bonjour Nathalie et merci d'avoir accepté mon invitation dans Jusqu'à nouvel ordre. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous préciser l'origine et surtout le sens des mots woke et wokisme ? Alors, to stay woke, être woke, rester woke aux États-Unis s'est imposé dans le vocabulaire très récemment, à partir de 2020 à peu près, à partir du mouvement Black Lives Matter. Donc ça veut dire être éveillé, se tenir éveillé aux discriminations, hein, notamment aux discriminations raciales. C'est le sens initial et ce terme-là, woke, est parfaitement revendiqué par ceux qui soutiennent ce courant. Cela étant dit, il faut tout de suite préciser 2 choses. D'abord, cette idée de l'éveil s'inscrit dans une tradition beaucoup plus ancienne, qui est une tradition protestante et même puritaine américaine, qui remonte à ce qu'on a appelé les théologies de l'éveil au XVIIIe siècle, qui s'est prolongée au XIXe et au XXe siècle, et qui sont des théologies de l'éveil à la foi, à la vraie foi, hein. Donc, on est vraiment dans le droit fil d'une tradition protestante sous sa forme américaine. Donc, ça n'est pas une invention, c'est une réactivation sur un objet qui n'est plus un objet religieux, mais un objet politique. Et par ailleurs, le terme wokisme, et non plus woke, a été systématiquement utilisé aux États-Unis par la droite, voire l'extrême droite, pour disqualifier ce courant. Ce qui veut dire que, vu de France, parler de wokisme, ça semble être d'emblée s'inscrire dans un mouvement très réactionnaire, à droite, etc. Mais ceux qui disent que le terme est forcément utilisé par les adversaires ont tort, puisque, encore une fois, aux États-Unis, ce sont les woke eux-mêmes qui revendiquent le terme. Voilà, donc c'est très compliqué. Les choses changent de sens selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, et notamment ce qui change, c'est que le mouvement anti-wokisme, qui est évidemment la conséquence de la prise de la montée en puissance du wokisme, n'est pas forcément connotée d'extrême droite ou même de droite en France, puisque elle a été portée par des gens qui s'estiment appartenir au camp progressiste, c'est-à-dire à ceux qui pensent qu'en effet, il faut lutter contre les injustices et les discriminations, mais qui estiment que la façon dont le wokisme entend le faire n'est pas la bonne façon et n'est pas une façon progressiste. Et c'est dans ce courant-là que je m'inscris, avec l'idée qu'en France, nous avons des outils politiques et intellectuels qui nous permettent de résister à cette dimension fondamentale du wokisme américain, qui sont
son communautarisme. On va peut-être y On revenir. va, tout à fait, on va y revenir. Voilà. Au départ, le courant de pensée woke combat les inégalités systémiques. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de ces combats? Alors, le premier combat aux États-Unis, c'est le combat contre le racisme. Hein, c'est donc, encore une fois, l'origine du mouvement Black Lives Matter. Donc, les inégalités, disons, ethno-raciales, mais il y a aussi les inégalités dues au sexe ou au genre, pour utiliser un néologisme anglo-saxon. Donc, le mouvement qu'on dit souvent, en tout cas que je dis néo-féministe, parce que c'est une nouvelle version du féminisme, s'inscrit dans ce mouvement woke de sensibilité aux discriminations et d'opposition aux discriminations. On a aussi tout ce qui relève de la lutte contre les discriminations au motif de l'orientation sexuelle, donc les luttes LGBT, hein, des homosexuels, trans, etc. On a aussi une extension aux discriminations contre les handicapés, les obèses, enfin voilà, il y a toute forme d'infériorisation d'une entre guillemets communauté considérée comme entre guillemets discriminée ou dominée relève de ce courant woke. C'est très large. Ouais. C'est extrêmement large, d'où d'ailleurs la difficulté, parce que souvent on me dit, mais vous dites n'importe quoi, vous mettez tout là-dedans, c'est tout et son contraire. Bon, et c'est vrai que le mouvement woke, par définition, est polyvalent et polymorphe, parce que il inclut toute forme de discrimination. Et du même coup, il semble parfois difficile à cerner du fait de la multiplicité des causes qu'il prend en considération. Alors, on voit que ce mouvement arrive, en tous les cas en France, bien après les grands mouvements d'émancipation, hein, que ce soit la décolonisation, le féminisme ou mai 68, par exemple. En quoi le wokisme se distingue-t-il de ces mouvements et qu'est-il censé apporter de plus? Alors, il s'en distingue par plusieurs caractéristiques. La première et la plus problématique à mon avis, c'est qu'il se base sur une conception totalement communautariste de l'individu, c'est-à-dire que chaque individu est considéré comme appartenant essentiellement et de façon univoque à une communauté, entre guillemets, que ce soit la communauté des femmes, la communauté des Noirs, la communauté des Arabes, la communauté des musulmans, la communauté des Blancs, etc., etc. Bon. Et donc, c'est en fonction de son appartenance à cette communauté qu'il est traité politiquement. Et ce communautarisme s'oppose frontalement à la conception européenne et notamment française de la citoyenneté, qui est une conception universaliste, c'est ce qu'on appelle parfois la conception républicaine, qui considère que appartenir à une communauté ne confère aucun droit, c'est un fait, tout simplement. C'est vrai que on est d'une certaine origine, on est d'un certain sexe, on est d'une certaine profession, d'une certaine religion, éventuellement, etc. Mais ce fait ne confère aucun droit. Et en République française, les individus sont considérés avant tout comme des individus membres de la collectivité nationale, la communauté des citoyens, comme on dit parfois, et non comme membres d'une quelconque communauté. Et ça, c'est une conception extrêmement différente puisque elle repose sur une valeur d'universalité, hein, ce qu'on appelle l'universalisme républicain, qui consiste à considérer que fondamentalement tous les êtres humains appartiennent à la même catégorie, et ont donc les mêmes droits, hein, c'est vraiment, ça remonte aux Lumières, les droits de l'homme et du citoyen, hein, et qu'on n'a pas à différencier les droits selon des appartenances communautaires. Et du même coup, ça évite évidemment toutes les formes de tribalisme, d'affiliation clanique, de séparatisme, et c'est à mon avis la condition pour une collectivité qui se tienne et qui soit soudée et qui soit égalitaire, hein, puisque les individus en République ont tous les mêmes droits, quelles que soient les communautés d'appartenance. Donc on a vraiment deux conceptions quasi philosophiques de la citoyenneté qui s'opposent, l'une très américaine ou anglo-saxonne multiculturaliste, qui estime que la paix doit résider dans la coexistence pacifique des communautés, et alors que la conception française universaliste républicaine, elle est universaliste et considère que la paix réside dans la suspension des différences communautaires au profit d'une affirmation de sentiment d'appartenance à une collectivité plus vaste, qui est celle soit de la nation, soit de l'espèce humaine.
Oui, une visée universelle à partir des différences. Absolument. Oui, d'accord. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que l'universalisme a produit, ou en tous les cas, n'a pas empêché des systèmes de domination, en fait, institués. Bien sûr, tout simplement parce que l'universalisme n'est pas un fait, c'est une valeur, c'est une C'est ça. visée. Et c'est grâce à cette visée que nous pouvons lutter contre les inégalités et les discriminations. Bien évidemment, c'est une lutte jamais terminée, Mm. une lutte compliquée, mais ce n'est pas à cause de la valeur d'universalisme que l'équité n'est pas entièrement réalisée. C'est simplement parce que cette valeur s'oppose à des intérêts évidents qui font qu'il est extrêmement difficile d'aboutir à une suppression des inégalités ou des discriminations. Mais ça n'est pas, à mon avis, en affirmant des droits communautaires qu'on y parviendra. C'est en affirmant l'égale dignité de tous les citoyens et du même coup la nécessité de lutter dans la réalité factuelle contre les inégalités Mm. grâce à cette visée d'universalité. Oui, d'accord. Alors, vous dites dans votre livre, le pire est que la lutte légitime contre la stigmatisation injuste se mue insidieusement en lutte pour une stigmatisation inversée, non pas l'éradication de la domination, mais son renversement revanchard. Cela signifie que c'est un ordre qui produit le wokisme, ou en tous les cas cette idéologie, qui produit lui aussi une domination. Ah bah oui, quand vous voyez de jeunes militants aujourd'hui stigmatiser les mâles blancs dominants, c'est quand même très inquiétant parce que ça veut dire qu'ils font du sexisme, hein, ils stigmatisent des gens simplement parce que ce sont des hommes. C'est du racisme puisqu'ils les stigmatisent du fait de leur couleur de peau, du fait qu'ils sont blancs. Alors si en plus on ajoute mâle blanc cis, enfin il y a des stigmatisations par rapport à l'orientation sexuelle, et c'est en plus une stigmatisation liée à la classe sociale, la question de la domination par la position sociale. On se retrouve dans des formes de stigmatisation sociale qui ont trouvé leur apogée avec le stalinisme, le maoïsme et le système cambodgien dans les années de la pire terreur, hein, où on envoyait des gens au goulag ou dans les champs simplement parce qu'ils étaient d'origine bourgeoise. Bon, et donc là, il y a vraiment une inversion du stigmate et non pas une abolition du stigmate. Et je trouve insensé c'est surtout des jeunes malheureusement, mais se laissent prendre à ce type de discours. C'est que c'est totalement contradictoire avec leurs propres valeurs, évidemment totalement irresponsable et dangereux. Oui. Et alors, comment devraient se distribuer les places, les rôles et les pouvoirs, justement, selon l'idéologie wokiste, très concrètement? Est-ce que du coup, ce serait une séparation finalement des communautés? Comment ça s'imagine? Ben, les femmes seraient avec les femmes, hein, ça c'est le grand principe des réunions non mixtes. Hein, Oui. on ne pourrait parler qu'avec des gens de sa propre soi-disant communauté, les personnes de couleur avec des personnes de couleur, les homosexuels avec les homosexuels, et on arrive à ce délire qui malheureusement s'est développé en Amérique du Nord, qui est ce qu'on appelle la lutte contre l'appropriation culturelle, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait légitimement interdire à des gens de parler de personnes qui ne sont pas de leur entre guillemets communauté. Donc des blancs n'auraient pas le droit de parler des noirs et inversement. Des blancs n'auraient pas le droit de porter des dreadlocks parce que ce serait une coiffure afro, etc., etc. Enfin, on arrive à ces aberrations qui vont totalement contre la notion même de culture, qui est une idée qui renvoie au métissage, qui renvoie à la circulation, qui renvoie à la traduction, qui renvoie à toutes sortes de choses. Et c'est vraiment une idée obscurantiste, voire fasciste, hein, puisqu'elle aboutit à des interdits, à des censures. Donc on voit comment cette idéologie aboutit très vite à des extrêmes absolument inquiétants. Hmm. Alors justement, puisque vous parlez de censure, hein, un ordre établi se caractérise aussi par la difficulté à le questionner sans risquer d'être ridiculisé, stigmatisé ou même exclu. Est-ce que le wokisme se définit, vous venez déjà un petit peu de le dire, mais si on peut développer un peu plus, sur un mode normatif, c'est-à-dire comme un ordre social finalement indiscutable? Ah oui, absolument. Et c'est vraiment extrêmement normatif, puisqu'il veut imposer
des thématiques obligées. On le voit aujourd'hui à l'université où le nombre de thèmes sur le genre, sur l'intersectionnalité, sur le décolonialisme est absolument sidérant. On a l'impression que on n'étudie plus que ça. Et il veut surtout interdire certains mots. Par exemple, le mot nègre est devenu impossible à prononcer, y compris lorsqu'il s'agit de citer entre guillemets des titres de livres du passé. Donc il y a des effets d'anachronisme et donc d'obscurantisme. Donc il y a vraiment une normativisation, une normalisation. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui m'écrivent en me disant qu'ils sont d'accord avec moi, mais si ils le disent publiquement, leur carrière est fichue. Ah oui, donc de la censure, mais oui, aussi de l'autocensure. totalement. Il y a une énorme autocensure. On le voit bien par ceux qui, en privé, nous disent qu'ils ne peuvent pas s'autoriser à dire certaines choses. Bon. Et aussi, moi, je le vois au nombre de collègues qui me félicitent de ce qu'ils appellent mon courage, alors que moi, je trouve ça assez normal. Et puis, bon, je risque pas grand-chose parce que je suis en fin de carrière. Mais eux, ceux qui ne sont pas en fin de carrière risquent en effet une partie de leur carrière. Donc, il y a une vraie censure. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la cancel culture, qui a été aussi, avec la lutte contre l'appropriation culturelle, un des grands piliers du wokisme et qui l'est toujours malheureusement. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, peut-être, Alors, cancel c'est culture? donc cancel culture, on peut traduire ça par culture de l'effacement, culture de l'annulation. Je préfère dire culture de la censure, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire l'idée que des collectifs pourraient imposer la limitation de la liberté d'expression d'autrui au motif que autrui tiendrait des propos qui ne leur plaisent pas, et que donc on pourrait interdire une représentation théâtrale au motif que le maquillage des acteurs s'apparenterait à du blackface, de l'imitation du visage des Noirs. Ça s'est vraiment produit à la Sorbonne il y a quelque temps, que des collectifs homosexuels pourraient interdire une conférencière, par ailleurs philosophe de haut niveau, invitée dans une université parce que ses positions sur la GPA, la gestation pour autrui, leur déplaisent. Ça s'est produit à Bordeaux avec Sylviane Agacinski. J'ai moi-même été victime de Charivari prétendant m'interdire de tenir une conférence contre l'écriture inclusive. Voilà. Donc je peux vous en donner vraiment pas mal d'exemples, de plus en plus d'interdictions de fait par des militants qui s'estiment en droit de limiter la liberté d'expression d'autrui, vraiment à l'encontre de toute la tradition européenne, occidentale, française de respect de la liberté d'expression, dans certaines contraintes que nous connaissons tous et qui sont bordées par la loi, c'est-à-dire l'interdiction de l'insulte, de la diffamation, de l'incitation à la haine raciale, du négationnisme. Toutes ces contraintes existent et sont légales, mais tout ce qui prétendrait interdire la liberté d'expression d'autrui en dehors de ces contraintes est parfaitement illégal et parfaitement inacceptable, puisque, pour le coup, c'est une censure de fait, et donc c'est une forme qu'on a connue avec les régimes fascistes. Oui, on va revenir justement sur ce terme de totalitarisme. Oui, donc on a bien effectivement toutes les caractéristiques d'un ordre établi, c'est-à-dire l'assignation de certains à une place qui les enferme, là en l'occurrence l'assignation à un collectif identitaire, une inégalité des statuts aussi en tous les cas dans la vision, voilà. Tout le monde si on prétend renverser la discrimination contre les femmes par une discrimination contre les hommes, on aura toujours une inégalité de statut. C'est ça qui est intéressant à regarder, effectivement. Donc, la deuxième caractéristique. Et puis, une troisième, c'est une vision, comme vous l'avez décrite, très normative, en fait, c'est-à-dire une grille de lecture unique de ce que doit être finalement l'ordre social. Et autoritaire. Et très autoritaire. Qui prétend s'imposer à tout le monde. Oui, ok. Alors, vous parlez de totalitarisme, puisque ça fait même partie du titre de votre ouvrage. Alors, peut-être un petit mot déjà pour expliquer le choix de ce terme très fort. Et est-ce que les ordres établis qui refusaient, par exemple, certains droits aux homosexuels, aux femmes ou aux autochtones issus des colonies ne relevaient pas, eux aussi, d'une forme de totalitarisme? Ils relevaient d'une forme de discrimination d'État.
Oui, une discrimination officielle assumée par l'État. Simplement, c'est de moins en moins le cas, sauf dans les pays de tradition musulmane, où il est légal de discriminer et d'inférioriser notamment les femmes, ainsi que des membres d'autres religions. Mais disons que dans les sociétés occidentales actuelles, ces discriminations statutaires existent de moins en moins. oui, Il n'y existe plus que des formes personnelles, individuelles de racisme, de sexisme, etc. Mais elles sont de moins en moins instituées. Voilà. Et malheureusement, les woke font comme si elles étaient toujours aussi virulentes et toujours aussi instituées, ce qui n'était évidemment absolument pas le cas. Donc là, il y a oui. vraiment un mensonge par Comme rapport s'il y à... avait un racisme d'État, en fait. Oui, alors l'idée de racisme d'État est absurde. Nous sommes dans probablement l'État au monde qui euh, offre le plus de garanties contre le racisme au niveau légal. Bon. Alors, bien évidemment, il existe toujours des individus racistes, y compris dans des institutions d'État, comme la police. Mais il Oui, y a une grande différence entre un dérapage individuel et un statut totalement normé et légalisé. oui. Ça n'a Quelque chose aucun sens de les d'institué, oui. Oui, Bien tout sûr. à fait. OK. Tout à fait. Alors, D'accord. sur le totalitarisme, j'ai parlé en fait de totalitarisme d'atmosphère, parce que, bien évidemment, je ne prétends pas que nous vivons dans un régime totalitaire woke. Je serais un peu stupide de penser ça. Mais ceux qui me font ce genre de reproches ne comprennent pas que totalitarisme n'implique pas forcément un régime totalitaire. Ça inclut aussi une mentalité totalitaire. Et c'est cette mentalité qui explose aujourd'hui avec le wokisme, c'est-à-dire cette mentalité qui, encore une fois, pense que des individus, en raison de leurs convictions, peuvent imposer ces convictions à autrui et seraient légitimés à le faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fondamentalement totalitaire et que l'on trouve donc dans ce que j'ai dit, à savoir la cancel culture. Une autre dimension de ce totalitarisme d'atmosphère, c'est l'idée qu'il serait normal d'assigner les individus, quels que soient les contextes, à des communautés d'appartenance. Par exemple, il serait normal de me considérer en permanence, quels que soient les contextes, en tant que femme, alors que moi, il y a toutes sortes de contextes où je sais bien que je suis une femme, mais je demande à être considérée comme une sociologue, comme une professionnelle ou comme une citoyenne. On n'est pas, notre identité est multiple, elle est polymorphe, et on n'a pas à infliger aux gens l'obligation de se définir par une appartenance communautaire Oui. dans toutes les circonstances. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'identitarisme, c'est l'assignation à identité obligatoire. Et puis la troisième dimension après la cancel culture, donc la culture de la censure et l'identitarisme, c'est ce que j'ai appelé l'idéologisme, c'est-à-dire l'idée qu'une idéologie devrait prendre le pas sur la vérité scientifique. Et ça, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui à l'université, cette idée que l'activisme ou le militantisme devrait guider les travaux de recherche et l'enseignement, au détriment bien sûr de la production d'une vérité établie, attestée, d'une véritable connaissance. Et cette idéologisme, cette préférence pour l'idéologie, eh bien, on l'a évidemment connue dans les régimes totalitaires, notamment le stalinisme, qui a Bien vraiment été sûr. le régime par excellence qui, au nom de la science, entre guillemets, a prétendu imposer des idéologies comme étant scientifiques. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui avec le wokisme, qui prétend produire de la science avec du militantisme, ce qui est évidemment une contradiction dans les termes, mais la contradiction ne fait pas peur aux woke, tout simplement parce que la vérité ne leur importe guère. Hmm. Est-ce que c'est un mouvement qui prend de plus en plus de place, qui occupe de plus en plus d'espace, ou est-ce que en France, en tous les cas, voilà, est-ce qu'on sait si finalement ça stagne ou bien c'est un mouvement d'ampleur? Je ne saurais pas vous répondre pour ce qui est de l'évolution, mais pour ce qui est de la place, d'abord, c'est allé très vite. C'est Oui. à peine depuis 2 ans qu'on parle de Hmm. wokisme et ça s'est vraiment répandu très très vite. Si vous allez sur le site que nous avons créé qui s'intitule l'Observatoire des idéologies identitaires, vous verrez que nous recensons régulièrement tout ce qui se produit à l'université qui s'inscrit dans le wokisme et vous verrez que c'est énorme. C'est Hmm. quels que ce soit les thèses, les séminaires, les colloques, les enseignements, etc. C'est les profils de poste. Bon, c'est très très
très impressionnant. Ce qui est impressionnant aussi, c'est que ce ne sont pas seulement des groupes de militants qui prennent ce pouvoir-là, mais ce sont aussi les institutions, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus que les institutions de recherche imposent des thématiques woke, ou en tout cas les favorisent, ce qui fait que si vous voulez avoir des crédits de recherche, vous avez tout intérêt à proposer un travail sur le genre, le décolonialisme, l'intersectionnalité, etc. Si vous faites autre chose, vous risquez fort de ne pas avancer et de ne pas avoir de crédit. Donc, ça s'est vraiment institutionnalisé. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, des universités réécrivent leur statut en écriture inclusive, vous voyez à quel point ce phénomène s'est institutionnalisé. D'ailleurs, récemment, l'université de Grenoble a vu ses statuts retoqués par la justice, qui a refusé cette écriture inclusive qui est contraire à la circulaire d'Édouard Philippe passée en 2020, je crois, et qui, je sais plus en quelle année exactement, mais en tout cas qui oblige les institutions françaises à produire leur texte en français standard. Bon. Donc, on a vraiment un mouvement très, très, à mon avis, très puissant, et puis qui surtout s'est également répandu dans le monde culturel. On a énormément d'exemples de wokisation des thématiques, que ce soit dans les expositions, le théâtre, le cinéma, etc. Il s'est répandu également dans les médias. Il s'est répandu aussi dans le monde politique, bien sûr, mais de façon plus paradoxale dans l'entreprise, puisque beaucoup d'entreprises ont endossé ce cheval de bataille sous le terme politique d'inclusivité, de diversité, avec des effets pervers évidemment, puisque si vous embauchez quelqu'un parce que c'est une femme ou parce que c'est un noir, et non pas en raison de ses compétences, vous arrivez très vite à une baisse de niveau évidente si la personne n'est pas à la hauteur d'une autre personne qui aurait dû être embauchée à sa place parce qu'elle avait un profil plus intéressant. Bon. Et donc, on a vraiment, donc je crois que les entreprises commencent à comprendre, d'ailleurs très récemment Disney, qui avait eu des attitudes extrêmement woke, jusqu'à réécrire, enfin jusqu'à modifier leur production, sont en train de faire machine arrière parce que ils s'aperçoivent que les gens en ont assez. Les gens en ont assez de ce qu'on appelle les sensitivity readers, c'est-à-dire ceux qui, dans l'édition, réécrivent les textes avant publication pour éviter tout terme qui pourrait blesser telle ou telle communauté. Alors, on dit plus que quelqu'un est gros parce que ça pourrait blesser les obèses. On dit plus parents parce que ça pourrait blesser on dit plus père ou mère. Ça pourrait blesser des non-binaires, etc. Enfin, on arrive à des folies. Et je crois que les excès même du wokisme sont en train, j'espère, de le détruire, j'espère. Mais malheureusement, le pire n'est pas toujours sûr et on n'est pas certain, on n'est pas certain qu'on arrivera à stopper ce courant qui repose énormément sur la culpabilisation d'autrui, sur le couple victimisation, culpabilisation. Je suis victime, donc vous êtes coupable, et qui du coup repose sur des ressorts psycho-affectifs qui sont très difficiles à contrer. Et est-ce que le wokisme, avec tous ses excès, n'est pas finalement le fruit de cette longue incapacité de la société à questionner l'ordre en place, fût-il injuste? Alors pas forcément maintenant, tout de suite, mais je dirais durant tout le siècle passé. Bien évidemment, les inégalités injustes et les injustices en général alimentent des mouvements d'indignation, de protestation qui, eux, sont, me semble-t-il, parfaitement légitimes. Simplement, c'est lorsqu'ils prennent des formes, comme je l'ai montré en tout cas, j'espère, totalitaires, que il faut s'interroger sur les moyens. Ce ne sont pas les causes qui sont problématiques. Et la lutte contre les injustices me paraît une cause toujours aussi importante. Ce qui me désole, c'est de voir cette lutte discréditée par ceux qui s'en prétendent les porteurs, par définition, les porteurs privilégiés, et qui en fait ne font que la ridiculiser et la disqualifier par leurs excès. Et donc je pense que les wokistes aujourd'hui sont les pires ennemis de la lutte pour l'égalité. Et alors comment éviter ces mouvements de balancier finalement? Eh ben, il faut d'abord une action politique de lutte
contre toute forme de discrimination. Et c'est une action qui existe. On a de moins en moins de discrimination envers les femmes. Il faut quand même se rendre à l'évidence les progrès extraordinaires de la condition féminine depuis 2 générations. Il y a de plus en plus de progrès dans la lutte contre les discriminations raciales. Bon, c'est vrai que elles continuent à exister, mais il y a quand même toutes sortes de dispositifs qui essayent de les contrer. Il y a aussi, il faut prendre aussi conscience que certaines revendications qui prennent l'apparence d'être des revendications contre des discriminations illégitimes ne sont que des chevaux de Troie pour faire passer des formes d'endoctrinement problématiques. Et je pense là à l'accusation d'islamophobie qui a été inventée par le mouvement des frères musulmans pour disqualifier toute forme de critique de l'islamisme. Et donc on voit des retournements pervers où, au nom de l'égalité entre membres de différentes religions, eh bien, on prétend rendre absolument inaudible et impossible tout discours de lutte contre le terrorisme, ce qui est quand même un peu problématique, hein, et qui d'ailleurs a comme première victime les musulmans qui aimeraient bien, pour la plupart d'entre eux, qu'on cesse de les instrumentaliser via l'islamisme et de les considérer tous comme des forcément partisans d'un islam politique, que la plupart ne sont pas. Voilà. L'instrumentalisation fait partie effectivement des outils. Exactement, Ouais, exactement, ouais, exactement. complètement. Ok. Ouais. Alors pour finir, dernière question, l'éducation et l'université ont-elles un rôle à jouer? J'imagine que oui. Et comment est-ce que vous voyez ce rôle pour Ben, éviter justement ces dérives-là? pour éviter ces dérives-là, ben, il faut essayer de disqualifier toutes les formes d'utilisation perverse de la notion de savoir, de connaissance, de vérité, qui la détournent vers des formes tout simplement d'opinion et d'idéologie. Il faut sensibiliser les étudiants, notamment à l'extraordinaire passion qu'on peut avoir pour la recherche et leur faire sentir à quel point découvrir quelque chose de vrai et non pas ressasser pour la énième fois un slogan est infiniment gratifiant et merveilleux. Et donc la beauté de la recherche, de la vraie recherche, la recherche de la vérité, c'est quand même formidable. Et si on pouvait simplement mettre tous ces jeunes en contact avec ce type d'expérience, je pense que ça limiterait beaucoup cette emprise de l'idéologie qui n'est qu'une façon de s'inscrire dans un groupe d'appartenance au sein duquel on se sent tranquille parce qu'on n'est pas tout seul, mais qui vraiment a des effets pervers dramatiques. Ouais. On sent que vous êtes passionné par la recherche, effectivement. Oui, oui. Je continue par ailleurs, parallèlement à mes publications engagées, dont fait partie Oui, ce livre contre le bien sûr. wokisme, je continue mon travail de chercheur en sociologie, où là, je n'ai évidemment rien à défendre comme idéologie. Oui, J'essaye simplement de comprendre le monde tel qu'il est. ouais, c'est ça qui est intéressant. Ok. Le wokisme serait-il un totalitarisme? Donc, merci Nathalie Hennig pour cet ouvrage et pour cette interview qui montre bien comment on peut glisser à partir d'une cause juste vers la mise en place d'un nouveau modèle de domination et donc vers l'institution d'un nouvel ordre établi. Est-ce que vous avez d'autres publications prévues pour Non, prochainement? mais j'en ai quelques passés qui sont très liés à ce livre. Donc, il y a Oui, 2 ans, j'ai publié un tract chez Gallimard intitulé Ce que le militantisme fait à la recherche. oui, Il disait déjà ce que je dis dans la deuxième partie du livre sur la question de l'idéologisme, hein, mais que j'ai développé dans mon livre sur le wokisme. Et j'ai aussi un recueil d'articles intitulé Oser l'universalisme contre le communautarisme, qui est paru il y a 2 ans au bord de l'eau, aux éditions Le Bord de l'eau, et qui aussi essaye de développer cette question donc de l'universalisme. Et puis je peux vous mentionner aussi, c'est paru au mois de mars, un dialogue avec Jean Bobéro intitulé Les déchirements de la laïcité. C'est aux éditions Miel et Barreau et où je défends une conception ferme et non, disons, euh, enfin, une conception que j'estime être la seule qui doit être défendue, la laïcité.
Je veux pas être méchante avec des qualificatifs trop disqualifiants pour l'autre conception. Donc voilà, je défends une certaine conception de la laïcité qui n'a pas peur de défendre la laïcité. Ouais, et donc une certaine vision du monde aussi, hein, à Oui, travers ça. oui, et une C'est ça, vision hein. de l'importance de la liberté de conscience. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Très Voilà. bien. Ben, écoutez, un grand merci. Je mettrai ces références donc dans les commentaires hein, pour ceux qui D'accord. voudront se reporter justement à ces ouvrages. Un grand merci, Nathalie Hennig. Merci à vous. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Laurence Bally et sur Facebook à l'adresse Jusqu'à Nouvel Ordre. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.